Donc, on se trouve à l'Institut Pascal en France avec un spécialiste de géomatique. Peut-être que tu peux te présenter. Qui es-tu? Oui, merci Andréane. Donc, mon nom est Mir Abulfaz Mostafavi. Je suis professeur au département de sciences géomatiques à l'Université Laval. Donc, mon expertise est principalement en géomatique. Je m'intéresse plus au système d'information géographique. Donc, on travaille sur tout ce qui est finalement l'intégration de l'information sur des thèmes et problématiques différents afin d'en faire supposons des systèmes d'aide à la décision, d'en retirer d'autres informations. Donc c'est principalement dans cette direction qu'on travaille. C'est sûr qu'on contribue aussi à tout ce qui est l'avancement de connaissances en géomatique en termes des dimensions d'informations différentes, supposons en termes géométriques, que ce soit le côté sémantique, et on l'adapte à l'usage qu'on fait au niveau de la société. D'accord. Puis, en regard de ta discipline, tes expertises, qu'est-ce que c'est pour toi une ville inclusive? En relation avec les aspects de mobilité, bien sûr, comme on est sur les mobilités urbaines. Donc, c'est ça. Comment ton expertise sert à faire évoluer la situation de la mobilité des personnes? Évidemment, la dimension inclusive ou caractériser une ville comme inclusive, là, ça se définit en fonction des gens qui habitent, donc des citoyens, et dépendamment qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc ça peut inclure finalement toutes sortes d'activités qu'on veut faire en ville, et aussi des services qu'on veut recevoir. Donc pour quelqu'un, une jeune, ça peut être aller à l'école, donc elle aura besoin de l'accessibilité de son école, l'accessibilité de l'enseignement qu'il reçoit, l'accessibilité de loisirs qu'il veut faire pendant ses études. Donc ça peut vraiment, dépendamment nos objectifs. Donc on peut toucher à différents, soit services, soit l'activité en termes d'action, de mobilité qu'on veut faire aussi. Donc ça peut vouloir dire beaucoup de choses en fait, une ville accessible. Accessible. Puis donc, éducation, emploi, loisirs. Mais sauf que ce qui est intéressant, c'est que la mobilité, c'est à la base de tous ces services ou actions qu'on veut faire en ville. Puis qu'est-ce que la géomatique permet de comprendre comme phénomène ou d'appuyer ou de... Oui. Donc, comme j'expliquais, la géomatique, évidemment, une des choses qui est centrale, c'est l'information géographique. Mm-hmm. Donc, et évidemment, une ville étant une entité spatiale, donc la géomatique, en premier lieu, amène toute information qui évoque une ville, finalement, oui. Et que par rapport à une activité qu'on veut faire, une partie de ces informations qui sont utilisées pour mettre en évidence, évidemment pour rendre une activité possible et aussi mettre en évidence, supposons, des problématiques qu'on peut rencontrer en réalisant une activité comme la mobilité. Là. D'accord. Puis, vous travaillez à une application très numérique sur les téléphones. Est-ce que vous pouvez la décrire? Est-ce que tu peux la décrire, cette application-là? Merci. Tout à fait. Donc, en fait, nous, en étant aussi, disons, le design, conceptualisation et développement des applications, qui peut servir à différentes, disons, problématiques, là. Dans ce contexte de mobilité, on a considéré que nos connaissances et expertises peuvent servir à
faciliter la mobilité des personnes dans l'environnement. Mhm. Vu que nous, en fait, traditionnellement, justement, on représente l'environnement. Donc là, c'était un premier départ, mais sauf en entrant dans les détails de ce qu'on voulait faire pour faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap. Plus spécifiquement, présentement, on travaille avec des personnes en chaise roulante. Oui. Donc, on a réalisé que c'est ce qu'on fait traditionnellement, supposons une base de données pour des villes ou dans une échelle encore plus vaste, supposons couvrir une région. Donc, c'est sûr que tout ça, c'est des échelles spatiales et on constatait que finalement, pour le type d'application qu'on a considéré, là, il fallait aller beaucoup plus en détail. D'accord. Ce qui n'est pas existant nécessairement dans des bases de données traditionnelles, supposons les données disponibles. Quel type d'information ça peut représenter? Supposons juste un exemple simple. Considérons la façade des bâtiments ou l'entrée ou l'accès à l'entrée des bâtiments. Supposons on est à Vie au Québec et qu'on veut entrer dans un restaurant. Mm-hmm. Donc, il y a dans des bases de données traditionnelles, on n'a pas documenté, supposons, l'existence de marches ou l'existence d'un bateau pavé ou, supposons, un rang d'accès. Donc, on doit être là pour voir s'il y en a ou pas. D'accord. Même le type de marche, les matériaux, j'imagine que ça influence? C'est ça. Donc, ce genre d'information, ce n'est pas nécessairement documenté. C'est pour ça que souvent, on va dire qu'on se rend dans tel restaurant pour manger, mais on arrive et que finalement, on se trouve avec des surprises que là, on ne peut pas entrer, supposons en étant en chaise roulante. D'accord. Donc, ce genre de détails. Mais ça peut aller encore plus loin pour savoir, je dois ouvrir une porte, disons, automatique, mais finalement, je n'ai pas accès au bouton. C'est trop haut. C'est trop haut, ou il y a un objet devant qui empêche l'accès à ça. D'accord. Donc, ce genre disons, informations qui, habituellement, on ne les a pas dans des système d'information géographique là, parce qu'on n'était pas non plus appelé à être intéressé au mobilier urbain en fait. Voilà. C'est tout ce qui se déploie sur le territoire prend différentes formes. Ça peut être végétal, ça peut être du mobilier urbain construit, ou même des personnes. S'il y a une foule de personnes ce jour-là parce qu'il y a un événement particulier, ça pourrait aller dans tout ce détail. C'est ça, dans nos travaux, on le classifie comme des informations plus statiques de l'environnement. Mm-hmm. Et ce qui est dynamique, évidemment, encore l'aspect dynamique, ça amène d'autres, disons, niveaux de complexité auxquels on fait face, parce que là, ça prend d'autres instruments dans l'environnement pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que ça change, mais même avant de se rendre à ce niveau-là de complexité, comme je disais, des choses qui sont là, en fait, des éléments d'obstacles facilitateurs qui sont dans l'environnement statique, supposons un banc de repos, est toujours là, généralement, supposons autour d'un arrêt de bus, supposons. Oui. Ou, comme je disais, des marches devant un restaurant. Donc, même à ce niveau de détails qui ne changent pas nécessairement aussi vite dans l'environnement, donc là, on n'a pas d'accès. Donc, il faut vraiment, en premier lieu, Géomatique peut jouer un rôle important pour documenter, modéliser, représenter ces détails-là dans l'environnement. Mm-hmm. Éventuellement, ces informations-là serviraient à informer des personnes avec des incapacités, finalement, de mieux planifier leur mobilité. Là. Ouais. Donc, en bref, on développe un système maintenant qui s'appelle Mobilisic et que ça sert à planifier, disons, des routes ou des itinéraires accessibles pour des personnes, mais globalement, en cumulant ce genre d'informations aussi, on peut dire qu'il y a un deuxième rôle pour notre application pour que ça puisse être servi à des
disons, des personnes, des décideurs de ville, disons, en termes d'intervention pour améliorer l'accessibilité de la ville ou du secteur de la ville, Oui. en disant qu'il y a certains, disons, secteurs de la ville qui ont plus de problèmes d'accessibilité que d'autres. Oui. Donc là, qu'on priorisait évidemment l'investissement des ressources qu'ils ont, qui est souvent limité, là. Donc, est-ce que cette application-là, ça agit comme d'un... C'est un outil de communication, surtout, en fait, de l'état des lieux. Donc, la personne peut prévoir ses trajets à l'avance. Est-ce que le fait d'y retourner souvent ou de limiter la personne à fréquenter toujours les mêmes lieux, c'est ça qu'on veut freiner d'une certaine façon? On veut que la personne puisse aller couvrir un plus grand territoire, qu'elle soit pas contrainte à aller toujours au même magasin, toujours au même restaurant aussi, parce que j'imagine que les usagers développent des connaissances aussi. Exactement. Puis le but, est-ce que c'est aussi de permettre aux usagers de transférer les connaissances aux autres usagers? Est-ce qu'il y a une espèce de crowdsourcing ou de l'information, ou c'est d'autres techniques qui sont... C'est sûr que c'est un outil de navigation. En premier lieu, ça permet de planifier un trajet qui est vraiment personnalisé aussi. C'est ça qui distingue aussi notre application par rapport à les autres. Donc là, un premier objectif, c'est de dire, OK, si tu veux aller à tel endroit, tu peux y aller, ou voici la route ou l'itinéraire alternatif. Les possibilités. Maintenant, évidemment... l'outil peut servir aussi effectivement des endroits qui la personne dans sa perception n'était pas nécessairement accessible pour lui. Oui. Donc l'outil en proposant aussi des alternatives de trajet pour ces endroits-là, évidemment, ça permet à la personne d'avoir plusieurs choix, d'explorer la ville et évidemment là, ça le permet d'augmenter sa connaissance de son milieu et peut-être de plus en plus aussi lui donner plus d'assurance, de lui permettre justement de multiplier des types d'activités dans lesquelles il peut participer. Donc ça l'encourage de sortir avec plus de confiance. Éventuellement, en fait, dans certains de nos projets, on vise globalement aussi de dire que non seulement ça améliore la participation sociale, mais aussi indirectement, on contribue à l'état de santé, amélioration de la santé. Puis la situation économique des personnes aussi, parce que c'est aussi pour aller travailler de manière sécuritaire. Effectivement. Et ça contribue effectivement de l'autonomie, davantage de l'autonomie aussi pour la personne, parce que supposons s'il allait sur un trajet où il y avait toujours un risque plus élevé en ayant, supposons, des trajets alternatifs accessibles, donc là on lui donne aussi plus de sécurité, plus de confiance à sortir. Puis est-ce que le fait, ou plutôt avec quelles autres disciplines vous travaillez pour arriver à ce que ce type d'application-là soit plus performante? Pour la nourrir avec le plus d'entrées possible, sans trop avoir d'informations, mais avec qui vous collaborez, par exemple? En fait, c'est ce qui est intéressant dans ce projet-là. Juste notre expertise, c'est absolument pas suffisant. Donc, dans notre projet, au CIRIS, en fait, on a ce privilège de travailler avec plusieurs experts de différents secteurs. Là, en fait, il y a des gens de santé, des gens qui sont experts dans le domaine social et des gens en génie. Mais moi, je suis géomaticienne, mais j'ai un collaborateur très proche là, qui est en génie mécanique. Où il y a des gens, supposons en ergothérapie, qui sont spécialisés en termes d'évaluation d'une application ou d'un outil. Donc, ça me permet de dire, OK, moi, je développe comme ingénieur un outil. Comment
en fait, comment je peux mesurer l'utilisabilité de ça? Comment l'usager va adapter éventuellement? Donc, ça, évidemment, eux, ils ont plus d'expertise que nous. Oui. Donc là, ça nous permet vraiment d'amener notre application plus loin. Où on a des anthropologues. Donc, supposons une partie importante des obstacles aux facilitateurs sont de domaine social. Ils sont définis par des aspects qui sont non matériels aussi, j'imagine. C'est ça le... Oui. Tout à fait. Donc là, ça vient du domaine... en fait, c'est ce qu'on appelle environnement social. Oui. Donc tout ce qui est les normes, les lois, même des dimensions culturelles, économiques, tout ça. Oui. Donc c'est ça qui... les spécialistes du domaine de sciences sociales nous ont accompagnés effectivement pour nous sensibiliser aussi de considérer ce genre d'obstacles facilitateurs dans le développement de notre outil, parce que comme je disais au début, c'est une application qui est personnalisable. Donc, juste à titre d'exemple, supposons si je suis quelqu'un qui a du mal à demander de l'aide, donc là, ça affecte, disons, comment je proposerai éventuellement un itinéraire qui va demander moins de nécessité de demander l'information. Ah, d'accord. Donc, je pourrais cocher je n'interagis pas avec des inconnus, disons. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, ça permet aussi de garder une certaine autonomie ou respecter aussi l'identité de la personne. Ah, ok, d'accord. Donc c'est dans ce sens, évidemment, pour quelqu'un d'autre qui a facilité de demander des questions, il peut y avoir, disons, on peut prévoir que dans certains endroits où il y a potentiellement de complications de mobilité, là. Donc il peut demander des conseils ou des questions. Donc ça, dans l'application, il y a un reflet des faits que cette personne-là a plus d'ouverture de demander des questions ou de l'aide. Alors on considérerait que cette partie de son trajet, c'est moins complexe ou c'est pas un obstacle pour cette personne-là. Donc là, ça permettrait peut-être d'avoir plus de choix de trajet là. Puis, qu'est-ce que vous espérez pour la suite de vos recherches? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, en fait, nos réflexions évoluent avec l'avancement de nos projets et justement comment on peut donner une perspective à notre projet. Une des possibilités que depuis le début, on y est arrivé que le domaine est vaste. Et qu'il y a vraiment beaucoup de profils de personnes avec des incapacités. On parle de personnes non-voyantes, des personnes avec des déficiences auditives, on parle même des déficiences cognitives. Donc, un des aspects qu'on pense vraiment fortement à ajouter, donc l'inclusion de différents profils et évidemment ça nous amène à définir tout ce qui touche comme la définition d'obstacles facilitateurs pour ces profils-là, afin que nos trajets aussi considèrent ces personnes-là, mais aussi en même temps on travaille aussi l'adaptation de l'environnement aussi. Comment, supposons les technologies avec lesquelles on travaille, comme des capteurs, supposons pour des environnements intérieurs, comment ça peut permettre de vraiment compléter le trajet à l'intérieur des bâtiments. Donc là, les défis sont grands parce que à l'extérieur, on disait que certains détails, ça nous manque, il manque, mais à l'intérieur, il n'y a presque rien d'information comme information. Aucune information. Dès qu'on est dans l'environnement bâti, là, on ne sait pas s'il y a des constructions ou peut-être même si une section est fermée, pas accessible. Exactement. Donc là, on a commencé avec un projet qui s'intéresse à la mobilité dans des grands bâtiments publics comme des hôpitaux. Et en même temps, on considère dans ça la mobilité des personnes avec des incapacités, mais aussi un profil plus âgé. Donc là, parce que ces gens-là, rendus en haut de 65,
évidemment, les services de santé, c'est une de leurs préoccupations. Donc, ils vont aller passer beaucoup de temps dans les hôpitaux. C'est un lieu qui est vraiment fortement fréquenté. Là, exactement. Oui. Donc là, des fois, ils perdent beaucoup de temps parce qu'ils ne trouvent pas disons, les endroits ou les services qu'ils cherchent. Donc, un premier projet dans cette direction-là pour leur permettre se déplacer plus facilement dans ces environnements-là. Parce que souvent, présentement, les gens plus âgés vont avoir tendance à venir accompagner. Donc là, ils doivent mobiliser une personne de leur entourage, puis là, qui vient. Donc, peut-être que c'est pas l'idéal, peut-être qu'il faut venir accompagner de toute façon pour d'autres raisons, si on pose des questions, tout ça, mais par contre, ça peut diminuer le stress, là, j'imagine, tout à fait. D'avoir quelque chose comme ça. Mais c'est intéressant, merci beaucoup. Tout à fait, donc ça peut sécuriser ces gens-là, diminuer leur anxiété. Donc, oui, mais merci, on va continuer de suivre tes travaux, les prochaines publications. Merci beaucoup, Andréane. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Ça me fait plaisir. Merci. Bye bye.